Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a Bruno de Charente qui est avec nous. Alors Bruno, tu as été volontaire pour venir nous rejoindre pour parler de plusieurs sujets. Donc écoute, félicitations et merci de ton temps. On a bien échangé 2-3 minutes là, juste avant le podcast et vraiment, tu as une multitude d'options pour chasser. Tu es passé par pas mal de choses et puis tu as démarré à l'arc par grande curiosité il y a peu. Alors écoute, on est très curieux d'apprendre ton voyage, comment tu as démarré la chasse et comment tu es arrivé à la chasse à l'arc et quel œil tu as sur l'activité. Eh bien, écoute, bonjour Charles, bonjour à tous. Donc Bruno, effectivement, 61 ans. Je vis en Charente, en limite du département de la Dordogne, la belle Dordogne. Donc je chasse depuis l'âge de 17 ans, malgré tout. Mais j'ai dû arrêter la chasse pendant une vingtaine d'années pour des raisons de maison, enfants, famille. Donc il y avait des priorités. Et j'ai repris la chasse en 2009. En 2009, à cette époque-là, je vivais en Corse. Donc, eh bien, j'étais passé du chasseur débutant à la tonne en Charente-Maritime, en reprenant eh bien, la chasse au sanglier dans le maquis corse. Voilà, donc totalement différent, la chevrotine, voilà. Donc, c'était une découverte du grand gibier à ce moment-là, parce que je n'avais pas connu le grand gibier. Donc, la Corse pendant quelques années, et puis retour en Charente pour des raisons familiales. Et là eh bien, continuer la chasse, c'était forcément aussi prendre le grand gibier, non pas à bras-le-corps, mais faire partie d'une association et participer au battu, on va dire. Donc, c'était battu à la carabine, c'est des chasses au petit gibier, évidemment. Et de fil en aiguille, en faisant les stages comment dire, pour les corbeaux, stage pour l'affût de grand gibier, stage de directeur de battu. Eh bien, en directeur de battu, je suis tombé sur un archer, un jour, là, qui se présentait. Donc, comme je lui ai dit, tu te mets où tu veux, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je pensais évidemment le mettre dans la traque, ça me semblait évident. Et puis, qu'est-ce qui gère, qu'est-ce que doit faire un archer lorsqu'il est à l'intérieur de la traque, comment est-ce qu'il va tirer, dans quelles conditions, et puis bien sûr, quelle est la réglementation en cas d'accident. Donc, je me suis dirigé vers la GFO. Je savais que ça existait parce qu'un collègue l'avait fait quelques années plus tôt. Puis à ce moment-là, oh non, moi j'aime bien ma carabine, voilà, j'aime bien ça. Je faisais de l'affût à la carabine, bon, voilà. Et puis donc, je suis allé à cette GFO et puis je dois dire que j'ai fait un peu comme Obélix, quoi, hein. Je suis tombé dans la marmite. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. J'ai bien accroché le jour-là. Il y avait des gens hyper intéressants. Il y avait un monsieur qui n'est plus là aujourd'hui parmi nous, mais qui connaissait ça depuis très longtemps, qui était un fin chasseur, qui avait l'habitude d'aller faire des affûts. Il avait un tipi, pour le dire, hein. Il s'était fait un tipi dans sa zone de chasse. Il dormait la nuit pour aller le faire le soir, pour faire les matins. Et donc, il a été super, super sympa le jour-là. Donc, il m'a expliqué plein de choses et on avait bien sympathisé. Donc voilà. Et puis, j'ai été acheter un arc. J'ai acheté un compound parce que le tradi, je sais pas le tradi pour l'instant. Voilà, je sais pas. J'en parle souvent. Je pense que je vais y venir, mais donc j'ai acheté un compound. Ça m'a semblé tout de suite plus facile. Hein, la visée, voilà, quand on vient des armes à feu, la visée, c'est rassurant. J'ai trouvé ça rassurant. Voilà. Donc j'ai acheté un compound et puis je me suis lancé. Hein, la première année, on va dire tout seul, parce que l'assaut des chasseurs à l'arc Aquitaine-Charente, donc la CAAC, hein, qui est l'association à laquelle j'adhère en Charente, ils m'avaient un petit peu oublié. Ils ont fait les papiers, les documents, puis ils m'ont oublié. Puis un jour, ils m'ont téléphoné pour me dire: mais dis-nous, toi, tu es adhérent, mais on t'a pas envoyé le calendrier. Enfin voilà, c'était pas grave du tout. Donc j'ai commencé à sortir mon arc, aller au lièvre, aller choses comme ça. Donc c'était sympa. J'ai manqué tout de suite un lièvre. Question de distance, j'avais pas de comment dire, j'arrivais pas à évaluer la distance. Bon, j'ai manqué un lièvre, c'est arrivé devant. Bon, voilà, mais ça fait rien. J'avais tiré une flèche, j'étais content. Voilà. Donc voilà. Et l'arc, je dois dire que ouais, j'ai bien accroché. Rapidement, parce que j'ai un grand terrain, j'ai pu m'entraîner beaucoup m'entraîner à la maison, voilà, parce que c'est pas évident, de lâcher des flèches, c'est pas évident de tirer. En regardant Internet, il a fallu faire les réglages d'arc. Qu'est-ce qu'on fait? On règle à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres et on modifie à chaque fois. Et puis, ma première année dans les vignes, à l'affût, j'ai réussi à approcher. J'étais loin de Renardeau. Alors, je me dis, j'ai peut-être les approcher. Donc, j'ai déréglé mon arc sur 30 mètres.
Puis je les ai approchés, puis je les ai tellement bien approchés qu'ils ont été à moins de 10 mètres, mais je n'ai pas pensé que j'avais réglé sur 30 mètres. Et là, bon, ben, j'ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut c'est pas comme ça qu'il faut régler un arc. Donc après, j'ai réglé ce qu'on appelle la DRO. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai une latitude en fait sur mes réglages, et je sais que à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, ça va aller, puis 20 mètres, il va falloir monter, puis au-delà de 22, 23 mètres, je tire plus. Voilà, c'est vraiment ma grande limite. Voilà, ma grande limite. Voilà. Ah ouais. Donc, félicitations. Écoute, comment il s'appelait ce monsieur? On a une pensée pour lui du coup aujourd'hui. il s'appelait Jean Marot. Voilà, son prénom était Jean, et donc son nom de famille est Marot, et il est décédé il y a 2 ans maintenant. Donc un très très grand archer, voilà, reconnu dans le département, et puis sympathique, avenant, prévenant. Et il m'a indiqué une société de chasse à laquelle je suis aujourd'hui, où on m'a accueilli en tant qu'archer. Je suis le seul archer, mais on m'a accueilli tout de suite. On m'a dit, les archers, c'est dans la traque que ça va, tu verras. Et ils sont super gentils. Donc un grand territoire, des chevreuils, c'est des vignes. Donc, des chevreuils, ils ont, je crois, 75 chevreuils à l'année. Donc, on pourrait avoir un bracelet, c'est caviar, avec des parcelles de bois, des parcelles de vignes. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vraiment très sympa d'aller chasser là-bas. Voilà. Donc, battu, et puis quand je peux, je fais les affûts, bien sûr. Voilà. Écoute, il a fait du bon boulot, hein, ce monsieur. Donc, écoute, il a bien transmis la passion, c'est top. Et donc, tu me disais aussi tout à l'heure, en Charente, il y a beaucoup de formations, de stages qui sont gratuits chez vous. Oui, tous les stages organisés par la Fédération des chasseurs donc, sont gratuits. Donc, c'est un énorme avantage, et que moi, ça m'a permis de tous les faire, en fait, parce que j'aime bien la formation, j'aime bien savoir, et j'ai fait tous ces stages. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont comme moi, qui les ont fait, et c'est super intéressant, en fait. Hein. On apprend plein de choses, réglementation, bien sûr, et puis on se tire au jus. Donc voilà, on en voit trop, parce que des fois quand on est à l'extérieur, on voit des choses, on dit bon, d'accord, machin, il ferait bien d'y aller, lui, mais ça fait rien. On sait, et on sait je pense que c'est plus facile de se comporter correctement quand on a appris. Voilà. Ouais. Voilà. Et quand tu étais directeur de chasse avant de chasser à l'arc, tu traquais ou tu étais chef de ligne, tu te postais sur la ligne? Je me postais sur la ligne. Des fois, j'étais même moins que chef de ligne, parce que le temps de donner les consignes, tout le monde ils avaient chacun orienté son petit poste, et puis il arrivait que des fois, vous m'avez laissé un poste. J'avais l'impression parfois d'être… on m'avait déjà oublié, quoi. Voilà. Mais tu es quand même directeur de battu quand il y a une salade. Voilà. Donc, c'est assez space. Hein. C'est pas les grandes battues de l'Est, c'est pas les grandes battues de Sologne. On reste sur comme disaient les collègues parfois, hein, on reste sur des associations. C'est pas les ACCA, nous c'est les associations. Et des fois c'est un petit peu à la one again, je dirais. Hein. J'ai eu quelques déboires d'ailleurs avec quelques chasseurs. Bon, voilà. Ce qui m'a un petit peu, ça m'a aidé aussi un petit peu à me barrer, à sortir de ce champ d'action qui ne me convenait plus, en fait. Hein, me convenait plus. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'Est, c'est pareil. Hein. Moi, là où je vais, il y a une chasse où c'est bien géré, et puis la chasse du dimanche, c'est plus un peu à la papa, donc il y a beaucoup moins de monde. Alors, ça varie, hein. Des fois, tu es 7 pour fermer, des fois, tu es 15. Il y a plein d'hectares à chercher. Tu as 3 personnes qui traquent. C'est un peu la petite chasse du dimanche où les gens se retrouvent. Bon, il y a un côté très sympa là-dedans. Tu vois, par exemple, ils se font à manger les uns les autres. Chaque semaine, c'est indifférent, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que de temps en temps, bon, ça s'est pas mal amélioré, mais au niveau sécurité, ouais, t'avais un peu des excités, quoi. Ils sortaient de la voiture, c'était tout juste, ils n'étaient pas en train de charger la carabine pour être prêts à tirer, alors que on a le temps, on n'a pas démarré la journée, on prend son poste, on se calme, et puis une fois que tout le monde est en poste, ou que tu vois ton voisin avec la ligne est droite, peut-être tu peux tirer, mais mollo, quoi. Ouais, en Charente, la réglementation est stricte. C'est peut-être une des plus strictes en France, donc c'est bien. Maintenant, bien sûr, faut-il qu'elle soit respectée. Et dans la traque, il n'y a pas d'armes. Donc ça, c'est un avantage énorme. Aucun tracker n'est armé. Voilà. Donc, c'est très sécurisant pour les gens sur la ligne. Donc, pas de tir dans la traque, pas d'armes dans la traque. Ce qui fait qu'en théorie, quand il y a un accident, c'est vraiment une bêtise qui a été faite. Il y en a eu un l'année dernière, malheureusement. Il y a un homme qui a été tué. Mais c'était c'est pas une erreur, on va dire, c'était une bêtise faite, et malheureusement, voilà, hein, c'est du style, j'ai cru que c'était un sanglier, c'est aussi bête que ça. Donc bon, ça a été fait, voilà, malheureusement. Mais l'avantage de ne pas avoir d'armes dans la traque, ni personne qui tire en direction de la traque,
forcément, c'est déjà une grande sécurité. Voilà. Après, il n'y a plus que les balles qui pourraient partir à droite à gauche si les gens ne respectent pas les angles ou les hauteurs et autres. Bon, ça, après, chacun sa responsabilité individuelle, mais les responsables, évidemment, sont baignés dans le jus s'il y a des soucis. Voilà. Voilà. Non, mais complètement. Après, bon, voilà, c'est sûr que c'est une arme, mais moi, je vois ça un peu comme le code de la route. Il y a le code de la route, et après, si tu l'enfreins, ben, effectivement, il y a des risques. Et il y a des chauffards partout. De toute façon, dès qu'on prend une population humaine, il y en a toujours un certain pourcentage qui est ingérable, et ceux-là, en fait, il faut essayer de les sortir. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Et puis, même en faisant les choses correctement, en essayant de conduire correctement, bah, des fois, on ne voit pas le feu qui a changé de couleur ou un truc, donc ça peut arriver. Donc après, voilà, il faut avoir. Moi, la vision de la sécurité, c'est d'avoir toujours plusieurs verrous. Comme ça, s'il faut qu'il y ait 3 verrous qui sautent pour qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe, bon, ben voilà, on essaye qu'il n'y ait aucun verrou qui saute. Mais si jamais on fait une erreur et qu'il n'y en a qu'un qui saute, ben, il y en a encore 2 pour tenir la situation. Mais voilà, s'il n'y a qu'un verrou, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il y a trop de risques, quoi. Et j'avoue que me retrouver à l'arc à l'intérieur de la traque, ça, c'est extraordinaire parce que tu te dis, finalement, je risque rien. Je risque rien. Voilà, je fais mon petit volume de chemin. Moi, je ne tirerai sur personne parce qu'avec mon arc, je ne tirerai sur personne. Et bon, mais les trackers, nous, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de chiens, mais il y a peu de trackers. Et puis, bon, on les voit arriver. Et puis, bon, c'est rare que les animaux soient dans les pattes des trackers. Hein. Ou alors, ils partent en courant et on ne pourra pas tirer. Donc, voilà. Ouais. Non, mais je te rejoins. Moi, bon, on va sûrement parler de la Linasson. Tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais une. Moi-même, à la carabine, je monte dans l'arbre. À la carabine, bon, à l'arc, j'ai pas trop le problème parce que, comme tu le dis, on peut pas tirer très loin. Donc, à moins de faire vraiment quelque chose d'idiot avec quelqu'un à côté, il y a pas de risque. Mais à la carabine, ouais, dès que je lâche une balle, je me pose toujours la question, est-ce que c'est sûr? Est-ce que j'avais tout bien vérifié? Même si je vérifie toujours avant. Et le fait de pouvoir monter, maintenant, ça me calme parce qu'en fait, j'identifie tout de suite où je peux tirer, où je peux pas tirer. Et du coup, la question, c'est juste, est-ce que ça va passer dans la zone où je peux tirer? Et est-ce que je suis prêt, quoi? Et si je suis prêt, bon, ben voilà, je tire. Si je suis pas prêt, ben, je tire pas. Et si c'est pas dans la zone, je tire pas. Et à l'arc, c'est un peu pareil. Alors, à l'arc, tu disais que toi, voilà, tu t'arrêtes à 22 mètres. Moi, ça dépend des situations. Ça peut m'arriver de tirer un peu plus loin, jusqu'à 25 mètres. C'est rare que j'aille jusqu'à 30 mètres, mais 25 mètres, je me le permets. Après, c'est ce qu'on discutait dans notre podcast. Pour moi, c'est toujours cette histoire de verrou. C'est quoi les plans B ou C si jamais il y a une mauvaise flèche? Donc, si je suis tout seul en bout de ligne, je ne vais pas le faire. Si je suis au milieu de la traque avec une ligne de battue, tu vois, 200 mètres derrière moi, sachant que l'animal, il va passer, je sais que s'il se passe quelque chose de mal, il va être rattrapé. Donc, si je le sens bien, qu'il y a une bonne situation, c'est possible que je le tente. Donc ça peut m'arriver de temps en temps. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on va peut-être en parler. Moi, mon gros problème à la chasse à l'arc, c'est toujours mon problème d'ailleurs, c'est d'estimer les distances. J'y arrive pas et c'est une catastrophe. Et ce qui a changé ma vie, c'est le télémètre. À partir du moment où j'ai eu le télémètre, sauf que la dernière fois, ça m'a joué des tours parce qu'il était mouillé et ne marchait pas. Mais quand j'ai un télémètre qui marche, ça me change tout, quoi. Mais j'ai toujours mon télémètre avec moi, même quand je chassais à la carabine, pour connaître les distances à laquelle je devais, les distances maximales à laquelle je pouvais tirer, ou d'être à la distance du proximité d'une maison, hein, parce que 150 mètres, c'est bon, tu te mets là. Ouais, d'accord. Ouais. Puis là, tu regardes, c'est 80 mètres. Ouais, bon, non, là, ça va pas le faire. Là, donc, voilà, ça permet de se jauger. Et j'avoue que le télémètre est avec moi systématiquement. Même parfois, si je vais au gué ou au palombe, tu vois, c'est complètement différent. J'aime bien avoir mon télémètre pour savoir que si c'est pour tirer un animal dans les branches, un oiseau à 30-40 mètres, puis que finalement le blesser, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un affût et de l'approcher tranquillement plutôt que de tirer bêtement comme ça. Voilà. Donc le télémètre me suit quasiment tout le temps. Hein, voilà, tout le temps. Ouais. Moi, au canard, c'est pareil. Alors après, au canard, ce qui fait la différence pour moi, c'est si j'arrive bien à bien voir le bec. Ça me permet de savoir que c'est la bonne distance. J'ai ce petit truc-là, c'est mon petit truc à moi. Si je vois bien le bec, je sais que normalement, c'est une distance qui est acceptable. Si j'ai du mal à bien identifier le bec, c'est que c'est probablement trop loin, quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Il faut avoir son petit repère perso. Donc, mais toi, j'ose pas tirer trop loin, parce que je me suis fait avoir à tirer à 20 mètres seulement un jour donc en affût suspendu. En fait, j'ai tiré trop bas parce que je n'ai pas évalué
la direction de la flèche dans le gibier. Et en fait, j'ai coupé la peau, parce que j'ai eu du sang. Hein, j'ai fait venir un chien de sang. Bon, le gars m'a dit la blessure que c'est pas grave et tout ça. Mais finalement, j'ai dû juste entailler la peau sous le corps, certainement bien placé, parce que ma flèche, j'ai vu qu'elle était arrivée au bon endroit, hein, dans le bon axe au niveau du gibier, mais trop bas, parce que l'axe de tir haut, bas. Voilà. Donc, quand passer l'habitude de tirer aussi en affût suspendu, donc je me méfie, donc je me dis allez, pas trop loin, comme ça, ça permet d'éviter de manquer, voire de blesser. Même si effectivement c'est un paramètre que je n'avais pas pris en compte, c'est que quand tu es en battu, l'animal va sortir et même s'il est blessé, bon, il va probablement prendre une balle ou une cartouche parce que sinon on peut tirer au plomb et puis être prélevé. Voilà, bien entendu, hein, bien entendu. C'est vrai que c'est un paramètre auquel, tu vois, en battu, je n'avais pas pensé, mais comme j'ai rarement chassé en battu, enfin oui, encore peu chassé en battu en affût suspendu, voilà, c'est surtout en affût tout seul, quoi. Voilà. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je réfléchis. Alors après, il ne s'agit pas de tirer dans n'importe quelle situation, n'importe quelle distance, un animal qui se présente mal, de cul, etc. Mais pour les gens qui démarrent, tu vois, là, moi, j'essaie de démarrer des jeunes ici. Il faut qu'ils prennent confiance avec leur arme et du coup, il faut tirer. Plus on tire, mieux on tire. Alors après, il y a toujours cette période d'excitation. Après, il faut se calmer, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gamins, là, moi, des fois, quand on chasse au canard, ici, on a des ouvertures spéciales jeunes, c'est super. Il n'y a que les jeunes qui peuvent tirer. Bon, ben là, bien sûr, je ne les fais pas tirer à 50 mètres. Mais même si je sais qu'ils ne sont pas bien positionnés, s'il y a un canard qui passe à 20 mètres, je vais les forcer à tirer pour qu'ils prennent le coup dans le mouvement. Et parce que ça leur permet de prendre l'habitude avec leur arme, d'être plus en confiance. Et puis c'est comme ça que j'ai fait avec mon fils. Puis lui, après, il s'est calmé. C'est-à-dire que au début, il n'osait pas tirer, donc je l'ai vraiment poussé pour qu'il soit à l'aise avec son fusil, notamment la bécasse. Il ne savait pas tirer au coup d'épaule. Et bon, bah, des bécasses, on peut pas. Enfin, on en a pas mal ici, mais quand elles sont là, elles sont là. Après, si on loupe la journée ou la saison, il faudra attendre une saison. Donc je l'avais vraiment forcé. Et en une matinée, là, en 2 heures, après, il avait pris le coup. Et bon, après, bien sûr, on calme en disant, voilà, tu tires pas trop loin. Et ça l'a beaucoup aidé. Et je pense qu'à l'arc, il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mettre des balles arrière ou des flèches arrière ou des flèches de boyau, c'est vraiment pas bon. Mais si vous avez une bonne discipline derrière la patte avant, comme tu disais, en étant haut ou bas, quand tu es dans cette zone-là, globalement, c'est difficile de faire une mauvaise flèche. Soit tu fais une flèche mortelle, ou soit, comme tu l'as fait, tu fais une flèche qui n'a pas de conséquences, quoi, une sorte de coupure. Parce que même quand ça va haut dans la colonne, bon, il y a peut-être un petit espace où ça peut passer, où il ne se passe rien, mais les animaux, ils se remettent de ça à terme. Quand tu tapes dans la colonne, normalement, l'animal, il tombe. Donc, même dans cette situation-là, donc, le vrai problème, c'est gauche-droite. C'est vraiment là où on fait le pire des résultats. Donc, du coup, voilà. Donc, après, c'est vrai que, comme tu le dis, tirer en hauteur, c'est différent parce que on n'est pas plat, donc c'est plus difficile. La zone mortelle pour passer de part en part, elle est plus petite. Et puis après, moi, j'ai tendance à tirer des flèches un peu plus lourdes. Donc, du coup, j'ai moins le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si je me trompe de 5 mètres, c'est la différence entre passer dans l'animal ou pas. Et donc, ça, c'est important aussi. Et c'est pour ça que le télémètre, moi, ça a vraiment été un très grand atout pour moi parce que voilà, la première année où j'ai chassé à l'arc, j'ai fait des superbes approches et j'avais tellement peur de bloquer l'approche en regardant la distance et j'étais même pas prêt. Le télémètre, il était peut-être dans mon sac à dos, pas dans ma poche. Et le nombre d'animaux que j'ai loupés en tirant au-dessus ou en dessous, je crois que la première année, j'en ai loupé 4 ou 5 comme ça. Ah oui. Je ne les ai pas touchés. Voilà. Alors, ce que j'ai fait à la maison, toi, j'ai pris des bidons, tu sais, des bidons de 5 litres. Donc, j'ai fait 2 ronds, on va dire 2 ronds, une cible. Et je m'entraîne à les tirer à partir d'un escabeau. Et donc, ça m'oblige à tirer le haut du cercle pour connaître la traversée de la flèche en travers. Je me dirais, tiens, oui, effectivement, là, j'aurais traversé les 2 poumons. Bon, voilà, donc ça me permet de me situer, en sachant que je serai un peu plus haut, mais savoir qu'il faut, par exemple, viser sous la colonne pour que ça traverse les 2 poumons ou autre. C'est pas du tout comme un tir rectiligne, quoi. Voilà. Donc c'est des méthodes d'entraînement. Chacun fait son petit truc, mais bon, on fait comme on peut, quoi. Voilà. Complètement. Philippe, il expliquait que lui, il fait ça. Il fait tirer les gens, il leur fait tirer avec, ou il leur met une cible, et il leur dit voilà comment tu tirerais. Et en fait, il leur fait passer la flèche à travers pour leur montrer que soit ça passe dans les organes vitaux, soit ça passe pas dedans, en fait. Et c'est vrai qu'il y a. En fait, tout ça, il y a un apprentissage à apprendre.
Et malheureusement, le meilleur moyen d'apprendre, c'est la pratique. Donc, c'est pour ça qu'il faut tirer parce que ça permet d'apprendre. Et même quand on veut bien faire, malheureusement, il va toujours y avoir des erreurs. Donc, l'idée, c'est voilà, essayer de faire les erreurs le plus vite possible et le moins possible pour après bien tout comprendre plutôt que potentiellement d'attendre la perfection pendant 5 ou 7 ans. Et parce qu'il y a des moments, pour certains, ça va être très long. Puis quand cette situation elle se présente, ben, en fait, ils ne sont pas prêts et malgré tout, ils feront quand même une mauvaise flèche, en fait. Bah oui, bah c'est un peu ce que disaient je crois que c'est Cyril qui en parlait la dernière fois, c'est qu'effectivement, si tu donnes pas des occasions à des gens qui font la GFO, puis je crois que tous les gars des podcasts en ont parlé, la GFO, oui, mais si les gens ils se mettent, tu vas tout seul dans ton petit coin, bah, tu vas vite reprendre ton fusil ou ta carabine parce que tu te rends compte que tu vas manquer, tu t'en parles pas avec les autres, t'échanges pas. Ouais, il faut tirer, mais il faut aussi communiquer. Il faut communiquer avec d'autres archers. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis tout seul en archer, mais quand même les gars de l'association, on est en contact sur un WhatsApp. Donc, s'il y a un souci, on arrive quand même à avoir des explications par ceux qui sont formés, ceux qui sont les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Bon, on arrive quand même à avoir des échanges très sympathiques et constructifs. C'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas rester comme ça. Effectivement, oui, les GFO, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il ne faut pas être tout seul. Tout seul, tu déposes l'arc vite fait. Hein, voilà. Ou alors, il faut avoir la chance d'avoir. Bon, là, la chance que j'avais dans l'Est, c'est que c'est un territoire qui n'est pas chassé l'été. Il y a plein de chevreuils. Donc, du coup, j'ai fait plein de mauvaises approches, mais j'ai fait plein de belles approches aussi. Et moi, rien que le fait de conclure l'approche, même si je loupais, c'était un succès quelque part. Donc, le fait de manquer sur ces premiers animaux, bon, bah, je rageais un petit peu, mais c'était pas grave. J'avais réussi à approcher l'animal à 20 mètres ou 15 mètres. Et ça, pour moi, c'était une victoire déjà. Ah ben les approches, c'est extraordinaire. Hein. Je te disais tout à l'heure celle sur mes premiers renards. L'année dernière, j'en ai fait une magnifique sur un chevreuil. Il était d'un côté de là du rang de vigne, j'étais de l'autre côté. Il allait sortir, donc j'ai pas patienté qu'il sorte parce qu'on allait se retrouver nez à nez. Il était de l'autre côté, il y avait un clair dans les rangs de vigne. Donc j'arme, je tire, et là, le chevreuil passe dessous tranquillement, il me regarde et il s'en va. Et je me dis, là, il y a un problème. Voilà, pas de sang, rien. Je me dis, c'est pas possible que je l'ai manqué parce qu'il était à 5 mètres, 6 mètres. Eh bien, mon viseur était bien, lui, au-dessus des fils qui traversent les vignes. Et la flèche qui est dessous le viseur, eh ben, elle a tapé sur le fil. Je l'ai retrouvé 3 jours après, 50 mètres plus loin. Voilà. Eh ben, ça, c'est un sacré apprentissage parce que tu te dis, la flèche, elle peut finalement partir très, très loin. Et ça pourrait être presque dangereux. Donc attention. Je me suis dit, attention à ce genre de situation. Voilà. Donc, heureusement, alors là, il n'y avait plus personne dans les vignes. Mais malgré tout, c'est un événement, pour un jeune archer, tout du moins, imprévisible. Voilà. Donc maintenant, je sais que ça peut arriver. Ça peut même arriver sur les cibles. Moi, ça m'arrive de temps en temps quand je règle mon arc. Si ma flèche elle est trop haute et elle arrive en tombant sur le haut de la cible, oui. Des fois, elle reclaque dessus, elle remonte et elle repart. Et là, je peux la récupérer à 150 mètres facile, quoi. Donc c'était. J'ai trouvé ça impressionnant parce que je ne comprenais pas. Pas de flèche, pas de sang, pas de chevreuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et donc, j'ai fini par retrouver la veste, mais loin. Bon, voilà. C'était là-bas. C'était l'année où j'ai acheté la Lina Sainte, juste avant ou juste après. Et quelques jours après, j'ai dit il faut absolument que je l'essaye. Je m'entraînais, mais j'ai dit il faut quand même que tu te lances, mon petit gars. Je me suis lancé. Je suis allé dans le petit bois qui était à côté. C'est le même chevreuil qui est venu, il a pris une flèche, c'était le premier avec la Lina Sainte, il a pris une flèche pleine omoplate, il est resté sur place, nickel. J'ai dit ça, c'est efficace, extraordinaire, un coup de butolo, il est passé, il était 5-6 mètres, moi j'étais à 3 mètres de haut, paf, la flèche, omoplate, sur place, pas de recherche au sang, rien. Et voilà, ça c'est du gros travail, mais bon. Bravo. Et bravo, merci pour la confiance aussi avec la Lina Sainte parce que moi ça c'est un produit que j'adore. On a le brevet là maintenant, mais moi je pensais qu'il allait y avoir plein de sociétés qui allaient venir avec. Au début, j'avais modifié mon autogrimpant et pendant 2-3 ans, j'ai attendu parce que je pensais que des sociétés allaient venir avec. Ça me paraissait tellement évident. Et puis vu que ça ne venait pas, avec un ami, on s'est dit allez hop, on y va. Donc on a lancé ça aux US, puis après c'est comme ça que Liberté Outdoors est arrivé parce que je me suis dit bon, la Lina Sainte, à mon avis, ça peut aider en France, donc je me dis, ce serait bien de la lancer. Et puis en regardant ce qu'il y avait disponible, il n'y avait pas grand-chose. Puis les gens avec qui on travaille, ils pouvaient nous donner accès à un portefeuille de produits plus large qu'on pouvait modifier.
Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, on y va. Liberté Outdoors en France avec la Lina Sainte et tout le reste. Mais la Lina Sainte, ouais, moi, j'adore chasser avec ça parce que ça va vite, c'est léger. Et pour celui qui chasse en battu, c'est unique, quoi. Ça va tellement vite. Ouais, c'est bien. Mais avant de l'acheter, tu vois, parce que je chasse avec un harnais, j'avais suivi des conseils. Donc, j'avais acheté un harnais, les cordes, le Kong, tout ça. Donc, mais je me suis mis avec une échelle dans un arbre et attaché, et je me suis mis en situation. Je me suis dit, si jamais ça ne va pas, que tu n'y arrives pas, c'est pas la peine d'aller investir dans la ligne à Sainte, il faudra trouver une autre solution. Et puis bon, tout de suite, hein, ça me rappelle ce que je faisais il y a quelques années quand on faisait du rappel des machins. Bon, elle dit, ouais, si, ça va le faire, ça va le faire. Puis bon, j'ai franchi le pas. Donc j'ai je fais avec simplement avec un harnais, la corde, et puis le matériel de la ligne à Sainte. Donc voilà, et ça va très très bien. J'ai allégé, enfin oui, je me suis allégé. J'ai mis les steps, je les ai mis sur la sangle qu'elle est crochet. Voilà, Ouais. de manière à limiter une sangle. J'avais commencé à les mettre sur la sangle qui tient sur la boucle de devant, et finalement la plateforme n'est pas suffisamment stable. Par contre, avec la sangle à cliquer, alors là, par contre, ça serre fort et ça marche bien. Voilà, j'utilise 2 steps pour les 4, 2 steps. Ils sont un peu plus hauts, mais ça me va très bien. Ouais, moi, j'en utilise 3. Mais en fait, il y a une technique pour ancrer la plateforme avec la sangle. C'est que quand tu mets la sangle autour et que tu la serres, après, il faut mettre un pied en dessous de la plateforme et un pied au-dessus et la pousser. Et en fait, la relever. Elle va descendre vers le bas. Une fois qu'elle est descendue, tu mets tes pieds vers l'extérieur. Elle est bloquée. Et en fait, ça, c'est valable pour toutes les plateformes d'affût suspendu, que ce soit la Lina Sainte ou une plateforme que tu mets à la main. Sauf que les gens qui mettent à la main, ils ont l'habitude de le faire à la main. La Lina Sainte, on est au-dessus. Donc, il faut le faire avec les pieds. Mais si tu fais ça, c'est vrai qu'en termes de stabilité, ça change tout. Et après, c'est vrai que tu peux directement mettre la ring of step. Moi, la raison pour laquelle on a eu pas mal de discussions avec James là-dessus. La raison pour laquelle je suis resté là-dessus, c'est quand je me mets en poste en battu, notamment quand je suis sur la ligne et que ça démarre vite, ça permet de sécuriser tout de suite très facilement avec une sangle, clac, on sait que la plateforme, elle ne peut plus tomber. Bon, ben là, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas forcément super stable, si on ne l'a pas encore bien ancré, elle ne va pas tomber, il n'y a plus de danger. C'est pour ça que j'ai gardé ça comme ça. Et puis après, une fois qu'on a plus de temps, ben, venir accrocher les crochets derrière dans le petit anneau là, et puis mettre la ring of step. Et ça, la ring of step, c'est pareil, je ne comprends pas. Aux US, je crois que c'est moins de la moitié de nos ventes qui partent avec la ring of step. Et moi, j'arrive pas à comprendre parce que la ring of step, pour moi, ça change tout, quoi. Quand je peux tourner autour, là. C'est extraordinaire d'avoir relâché un peu sa corde et d'être à 45 degrés autour de l'arbre. Et même les sensations que ça donne, c'est de la liberté autour de l'arbre en haut. Tu joues avec l'arbre en fonction de l'arrivée des animaux. Même si tu n'as pas mis ta plateforme au bon endroit par rapport aux animaux, tu arrives encore à te décaler derrière les arbres. Et voilà, et donc c'est bien, il n'y a pas de souci. Même tirer de face, comme l'autre jour, tu as publié une vidéo avec la corde devant, effectivement, tu te retournes, tu as la corde devant, j'avais fait. Bon, bien, tu peux tirer de face si jamais ça se présente à l'envers. Bon, parce que les animaux sont encore maîtres chez eux, je dirais. Et donc, il n'y a pas de problème. Non, moi, c'est un outil qui me va très bien parce que c'est léger. Voilà. Et puis, plus on s'y met, plus on est vite en place. Hein. Et sans forcément, parce que nous, en Charente, on n'a pas des grands arbres. À part les pins, parfois, on arrivera à monter à 3,50 m, 4 mètres, mais il y a vite des branches et des grosses branches. Les chênes, c'est très, très difficile d'avoir des beaux arbres. Mais j'ai remarqué que, comme je disais l'autre tout à l'heure, des fois 1,50 m, 2 mètres. Tu mets le visage à tout de suite. Moi, je suis assez grand. Ça met le visage à presque 4 mètres. Ça y est, quoi, les animaux, ils pensent à autre chose quand ils sont poussés, soit en rut, soit dérangés par d'autres chasseurs. Ils pensent à autre chose. Ils ne regardent pas en l'air. Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien être plus haut. Hein. Moi, j'aime bien monter à 4,50 m. En fait, je ne mesure pas, mais il y a un endroit où je ne sais pas pourquoi, je me sens plus à l'aise. Peut-être l'expérience, en étant plus bas, peut-être je me suis fait voir plusieurs fois. Alors qu'à cette hauteur-là, j'ai l'impression que ça n'arrive pas. C'est pour ça aussi que sur les échelons, moi, j'aime bien avoir 4 échelons plutôt que 3, là, les échelons de 70. Parce que 3, je trouve que je ne monte pas assez haut, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que je vais être vu. Alors qu'un de plus, je suis super à l'aise. Et le pire, comme je te disais tout à l'heure, en battu, en étant orange, les trackers, ils passent, ils ne me voient pas, quoi. Ils sont sous l'arbre, des fois, ils se plaignent en disant on pose tout le temps là quelqu'un, d'habitude, pourquoi il n'y a personne cette fois-ci? Ils sont en dessous, je les écoute, et ils ne m'ont pas vu, quoi. Et ils sont à quoi, 10 mètres? C'est incroyable. Ouais. Alors ici, c'est plus une question d'arbre, en fait, de trouver l'arbre idéal. Très, très compliqué. Il y aurait beaucoup plus d'arbres pour des échelles,
que pour monter très haut. Mais bon, on s'adapte, hein, on prend ce qu'il y a, et puis voilà. Moi, ça me va très bien. Quand j'en trouve un beau, j'essaye d'eux, mais souvent un beau, il n'est pas gros. Alors, on veut se méfier, ou alors qu'il faut bien regarder en tête parce que tu vois qu'il est mort. Tu te dis, bon, heureusement que je n'ai pas monté sur celui-là. Effectivement, il n'y a pas de branche, tu te dis, il est beau, oui, mais il s'est éclairci au fur et à mesure des années. Bon, voilà, donc à éviter, à éviter. Mais bon, j'ai commencé à faire du repérage, à amener les lagueuses, et puis à faire des petites choses pour l'été, parce qu'il y a des postes super intéressants. Mais en fait, tu as raison, hein, pour ceux qui nous écoutent, là, que ce soit la ligne sainte ou autre, vérifiez bien que l'arbre est en bonne santé, parce que ça, c'est vraiment important, hein. Il y a des arbres, des fois, c'est pas l'idée de monter dessus et puis tomber parce que l'arbre tient pas. Il faut vraiment être vigilant. Donc, ouais, moi, je fais pareil. Je regarde toujours un petit peu, est-ce qu'il y a des feuilles, est-ce qu'il y a beaucoup de branches, etc. Et quand je le sens pas, ouais, je monte pas dans ces arbres-là parce que. Mais sinon, ça m'arrive, la ligne astreinte, ça m'arrive de monter dans des. Alors, je monte moins haut, mais des fois, je monte dans des petits arbres de 10-15 cm de diamètre. Je monte à 1,50 m, 2 mètres, mais je sais pas, je me sens mieux qu'à terre. Puis à terre, le problème, c'est que moi, je suis très mauvais à terre. Ça mène, je regarde à gauche, ça saute à droite, je bouge à gauche parce qu'on peut bouger, il ne fallait pas bouger. Quand je me mets dans l'arbre, j'ai choisi mon poste, je bouge plus. Ou alors, si je bouge, c'est parce que j'ai 3 ou 4 animaux différents qui sont passés au même endroit et je me dis, je suis pas dans le coup, là, je descends, je vais me repositionner. Mais une fois que je suis repositionné, je bouge plus, quoi. Et ça m'aide beaucoup aussi la ligne sainte pour bien garder le poste et pas bouger tout le temps, parce que je suis très mauvais à ça. Oui, mais au début, c'était ça. Dans les bois, je courais. Ça va passer là. Alors, j'y allais. Peut-être que ça va revenir. Oh, la première année, je fais ça, puis finalement, j'ai rien eu. Ça passait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Je me suis même vu à me déplacer à tellement la flèche qui raclait l'herbe en se déplaçant. À un moment donné, je regarde ma flèche, j'avais perdu les lames. Je me dis là, tu vois, le bleu qui démarre, elle avait perdu les lames. À la force, elle s'était dévissée. Donc, bon, il faut arrêter. Et donc, effectivement, soit de rester à sa place, soit être en hauteur. Et je pense que prendre 10 minutes pour se percher, ça vaut le coup. Tant pis, hein, tant pis, tant pis, tant pis. L'autre jour, ils se sont déplacés en bateau, ils m'ont oublié. Je suis descendu, j'ai à la radio, j'écoutais, je les ai rejoints, je suis allé me replacer, et puis c'est tout, c'est pas grave. Le plaisir de la chasse, c'est là quand même. Voilà. Ouais. Oh, puis c'est vrai qu'après, plus tu le fais, ça prend même plus 10 minutes, hein, la ligne à 5 pour monter quand tu n'as pas de coupé de branche. Moi, je crois qu'on avait chronométré, je crois que c'est moins de 5 minutes pour que je sois avec mon arc dans la main prêt à tirer. Ça va vraiment vite. Alors après, si j'ai un peu de découpe à faire parce que j'ai des branches en travers que je veux découper, bon, là, je prends un peu plus de temps. Mais je pense que c'est très important, notamment quand on se place dans la traque, peut-être de prendre les 3-4 minutes de plus pour bien choisir sa coulée, son poste, plutôt que de se mettre en poste tout de suite et d'être au mauvais endroit, quoi. Je pense que c'est vraiment important de bien prendre le temps. On a parlé pas mal dans les podcasts. Moi, je trouve que l'avantage de la chasse à l'arc, c'est qu'on redevient chasseur. Quand on est sur la ligne, finalement, c'est un peu comme le loto. Quand on a pris un numéro, on attend, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais on n'a pas vraiment son destin en main. Alors que quand on est à l'arc et qu'on peut choisir son poste, là, on est vraiment chasseur, quoi. Là, on réussit parce qu'on a pris le bon poste ou on réussit pas parce qu'on n'a pas pris le bon poste ou on s'est mal positionné, mais on est vraiment complètement acteur, quoi. Je pense qu'il y a une prédestination parce que depuis que je chasse à l'arc, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre la carabine, donc ça fait 3 saisons, je n'ai pas tiré une balle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je n'ai pas tiré une balle depuis 3 ans. Donc, voilà. Donc, ça ne donne pas envie d'y retourner, quoi. Bon, voilà. Ah, mais j'avais fait des statistiques, de temps en temps, je fais ça, et je crois que j'avais fait ça l'année dernière, l'année d'avant, entre le nombre de balles tirées et de flèches tirées en battu. Et ouais, en battu à l'arc, je tirais 2 fois plus, je crois. Ah oui, 2 ou 3 fois plus. Alors après, c'est vrai que j'ai la chance d'aller dans une chasse où il y a beaucoup d'animaux, là, comme la vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps. Mais bon, je serais sur la ligne, ce serait pas pareil. Là, la dernière fois, les 3 cerfs, il n'y a personne qui les a vus. Alors, la personne qui m'invite et Archer a fait le 2e, mais le 3e cerf qui est derrière, il l'a pas vu. Il n'y a personne qui l'a vu, ce cerf. Donc, il était dedans, il est resté dans la traque, celui-là. Ah, sûrement. Il a bien géré. Il avait prévu son coup. Il s'était dit, il était à terre. Il pensait que les animaux allaient suivre un passage où ils ne pouvaient pas passer et remonter. C'est ce qui s'est passé. Donc, il l'a eu à tirer à 10 mètres. Donc, ça s'est vraiment bien passé pour lui. Mais voilà, c'est les 3 cerfs qui passent. Puis même celui qui s'arrête, qui me voit, il n'est pas plus dérangé que ça, quoi. Il repart. Tout à fait, tout à Petit fait. trou, quoi. C'est incroyable. Un chasseur avec l'arc armé, il avait largement le temps de lâcher la flèche, même quand il t'a vu. Voilà, donc, c'est extraordinaire. Ce sont des choses que, quand tu es en ligne, tu vois pas ça. Tu vois pas ça, c'est pas possible. Voilà, et ça, c'est extraordinaire.
Ah bah là, ce jour-là, juste cette action-là, pour moi, la chasse a été faite. Même si je voyais plus rien derrière, si je faisais rien derrière, la chasse était faite. Parce que c'était un moment superbe, quoi. C'était vraiment super. Puis des beaux cerfs, quoi. Le premier, il est palmé. Le deuxième, je sais plus, c'est un 8. Ouais, ça devait être un 10 parce qu'il a fallu le baguer en C2 ou je sais plus ce que c'est là-bas. Et le dernier, il a encore plus de masse, quoi. C'était vraiment trois gros cerfs. Ah ouais, c'est quelque chose quand même, hein. Ça, c'est du gibier. Et du coup, ça fait 3 ans que tu chasses à l'arc. Alors, comment tu chasses principalement aujourd'hui? Plutôt petit gibier, gros gibier? C'est quoi ta chasse de prédilection à l'arc? À l'arc, c'est essentiellement le grand gibier. Parce que si c'était le petit gibier, ça resterait le lièvre. Parce que pour le reste, c'est compliqué. Alors, le lièvre, ça pourrait être en affût, mais ça pourrait être aussi en me baladant avec mon chien, hein, parce que j'ai un setter. Donc, ça pourrait être effectivement le lièvre à l'arc en se baladant dans les champs. Mais je dois dire que je vais en affût parce que je fais une demi-journée avec le chien dans les champs, puis souvent le chien il a bien couru, ben, elle reste dans la voiture, et puis l'après-midi, je choisis un endroit, puis je me perche. Et puis, je me dis peut-être où je fais du repérage. Voilà, donc, mais c'est principalement le grand gibier. Et j'avoue une prédilection pour le chevreuil. Voilà, ouais. Ouais, parce que déjà, ça se balade beaucoup plus individuellement, ou à deux ou trois, alors que les sangliers, s'ils ne sont pas dérangés en journée, c'est très difficile de les apercevoir. Franchement, voilà. Et avec ton parcours d'archer, au niveau conseil, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour avoir de la réussite? Dans ton parcours, quelles ont été les erreurs? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup ça a déclenché plus de réussite? Si tu fais une rétrospective sur ton parcours, qu'est-ce qui a bien marché et quelles ont été les erreurs un petit peu entre guillemets de débutants que tu as rencontrés? Je pense qu'on les fait toutes, hein, mais juste pour partager avec les gens qui écoutent. La première erreur de débutant, c'est la distance. La distance, c'est ne pas connaître sa distance de tir, parce que ça, c'est important. Donc, savoir régler son arc et ne pas la régler, comme je te disais, ne pas régler 5 mètres, et puis 10 mètres, et puis 15 mètres, et puis 20 mètres. C'est vraiment régler cette distance de réglage optimale, parce que ça, c'est important de savoir qu'on a une zone où on va être dans les 15 cm, on va dire mortels. Zone poumon, cœur, foie, on va être, que ce soit droite, gauche, au bas. Voilà. Et donc, ça, c'est essentiel. Et bien entendu, s'entraîner à droite, à gauche, un petit peu monter sur quelque chose, à genoux, un genou au sol, dans des positions qui sont un petit peu compliquées, parce que c'est pas évident. Pas évident d'armer un campout, comment dire, quand on est genou au sol. Et puis peut-être ne pas avoir moi j'ai un campout qui a 49 livres, parce que sinon j'ai les épaules qui vont exploser. Pas forcément avoir un outil qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, je pense que ça, c'est important. On entend souvent 60, 70, bon, c'est bien, mais ça, c'est pour des gens qui doivent savoir maîtriser, qui ont la force de pouvoir l'armer. Moi, j'y arriverai pas parce que j'ai mal aux épaules. Et donc, avoir un outil adapté à ses capacités. Les compétences viendront après, mais adaptées à ses capacités. Voilà. Et puis, bien entendu, hein, c'est ne pas hésiter à aller à la chasse. Aller à la chasse avec son arc, rencontrer des situations, même si parce qu'on va toujours dire on n'y arrivera pas, eh bien, les approches, il faut les faire. Des fois, l'été, tu te promènes avec ton chien, tu es un chevreuil, il est à 5 mètres de toi, il te regarde, il ne comprend pas. Le chien non plus. Quand ce sera avec ton arc, ça peut arriver, ça aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Avoir la patience de le laisser venir et non pas forcément toujours aller vers lui quand ça ne marche pas. Il faut y aller, avec ou sans arc, mais apprendre à faire des approches. Voilà, apprendre à être patient. Parce que l'animal, c'est pas à 200 mètres, il sort du bois, il se met sur ses fesses, si c'est un renard, bam. Non, 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 il va falloir le faire venir. Soit faut le piper, soit il va falloir l'approcher, le contourner. Donc, il faut pratiquer. Moi, je pense, au fusil, en général, l'oiseau vient vers toi ou il s'échappe. Tu peux le rattraper. À l'arc, si tu ne crées pas le croisement, tu vas vers lui ou il vient vers toi. Et en général, il vaut mieux qu'il vienne vers toi, mais bon, des fois, on arrive aussi à aller vers lui. Si tu ne provoques pas par du travail, bon, tu vas te fatiguer, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Puis oui, l'échec, j'accepte l'échec. Et non pas, ah zut, j'ai raté, je suis une buse, j'ai raté mon coup de fusil. Non, mais non, mon approche, je l'ai faite. Mais non, c'est un animal, il est chez lui. Moi, je suis chez lui. Je chasse, je suis dans la nature, je suis chez lui. Eh bien, à moi de devenir aussi malin que lui. Voilà.
Voilà, à moins d'avoir des semelles de chaussures souples, pas besoin d'avoir les gros croquenots dernière génération avec les semelles en plastique dur. Non, être équipé, de se déguiser, soit de se teinter, soit de se masquer. Oui, même s'il fait chaud, même s'il y a des moustiques, même si pratiquer. C'est tellement bien, tellement bien, tellement agréable de sortir comme ça, aller voir les animaux et de se dire ah ouais tiens celui-là j'aurais pu. Ou alors celui-là, bah non, il a été plus malin que moi. Voilà, et voilà. Accepter l'échec, je crois que pour un archer, c'est évident, c'est évident, c'est évident, c'est évident. Ah, non, je trouve que c'est au bras, je pense, pour les chasseurs aussi. Et moi, l'approche, c'était de me mettre dans le rythme. Quand j'arrivais, là, je marchais trop vite tout le temps. Les premiers jours, trop vite, trop vite, trop vite. Et même quand j'essayais de pas marcher vite, je marchais encore trop vite. J'ai tendance à marcher vite de façon générale, mais sur les approches, faut vraiment réduire, quoi. Faut regarder où on met ses pieds pour pas que ça craque tout le temps. Puis c'est vrai que des fois, il faut accélérer, quoi. Si jamais l'animal il est en train de bouger, en train de couper derrière un buisson où on sait qu'on peut courir sans faire de bruit pour couper 20 mètres, bah, il ne faut pas hésiter à le faire parce que derrière, on va peut-être créer le croisement, comme tu dis, à 15 mètres et on a une occasion. Et puis, comme tu le dis, on ne sait jamais, hein, des fois, c'est des approches difficiles. Et puis, tu vois, une année, je suis rentré. Premier soir, je vais faire le tour. J'arrive un peu tard, il commence à faire nuit. Donc, je me dis, tiens, je vais faire le tour dans le bois, voir ce qu'il y a de sortie pour préparer la chasse du séjour. Et en passant, je vois un peu de chevreuils de sortie dans les champs où j'ai l'habitude de chasser, mais je voulais aller faire un tour en forêt. Je fais un tour en forêt en voiture et la nuit commençait à tomber. Et sur le retour, au bord de la route, dans un chemin, pouf, je vois un beau brocard qui sort. Je ralentis, mais au moment où je ralentis, du coin de l'œil, je vois qu'il réagit au fait que je ralentis. Donc je me dis, lui, c'est mort. Je continue, et là, dans une autre coupe, pouf, rebelote, un autre qui mangeait, quoi. Donc j'ai continué, j'ai garé la voiture plus loin. Il s'avait coupé tout un tas d'arbres en des troncs le long de la route. Donc l'approche nickel tout le long, caché par tous les bois. Et là, je suis arrivé à 30 mètres, donc j'ai dû finir 10 mètres. Et pour Ouais. prélever un super beau brocard, le premier soir, un peu en mode parisien, si tu veux, alors que dans les autres fois, ça me prend tout le séjour avec des échecs, des choses qui se passent tout le temps, des fois trop d'animaux, des animaux entre deux, etc., des problèmes de vent. Et puis parfois, cette situation-là, où juste en faisant un tour en voiture le premier soir, tu vois, tu tombes sur une occasion et il faut la prendre, quoi. Complètement, 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 hein. Et puis le terrain change. Nous, dans les vignes, tu débutes la saison au mois de juin, si ça a été un petit peu humide, il y a de l'herbe. L'herbe, elle fait 50, 80 cm de haut. Et puis, quelques temps après, ben, ils vont avoir broyé. Puis, il suffit qu'il y ait un coup de soleil. Puis, alors là, ben, tu marches sur des biscottes. Pourtant, c'est ton territoire, tu le connais. Ouais, ben, du jour au lendemain, c'est plus pareil. Donc là, changement de rythme, hein. On passe plus loin, on va encore plus doucement. Puis là, les chevreuils, ils ne seront pas parce qu'ils ne sont pas couchés dans les grandes herbes, ils sont partis, ils ont été dérangés. Donc, bah, il faut changer. Il faut aller dans les bois. Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Moi, il faut pratiquer. De toute façon, la chasse, c'est ça. Tu veux chasser. Si tu veux chasser, tu veux manger, il faut y aller. Ah, Alors, voilà, il n'y a rien à faire. Ça, c'est vraiment ce genre de choses. La chasse à l'arc pour ça, pour l'approche, l'affût. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Voilà. C'est et une la- autre et l'appro- dimension. et l'approche, on en parlait aussi dans des autres podcasts. Moi, je trouve que c'est la plus belle chasse, mais c'est vrai que pour les gens qui démarrent, c'est aussi la plus difficile, hein. Quelqu'un qui vient de la carabine, qui n'a pas l'habitude de regarder le vent, qui tire des animaux à 80, 100 mètres, c'est pas pareil à l'arc. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que peut-être qu'il faudrait changer un peu l'approche et essayer de poster les nouveaux en hauteur, leur apprendre à choisir des belles coulées, à faire des observations où il y a des animaux qui sortent de façon régulière et les prendre par surprise en se positionnant avec du matériel pour chasser en hauteur. Je pense que ça peut être une façon d'avoir plus de rencontres plus vite, parce que les approches, oui, on va avoir des animaux, mais arriver dans le rayon de 30 mètres, bah, c'est pas donné à tout le monde, surtout la première année, en fonction du parcours précédent de la personne, quoi. Oui, complètement, complètement. Oui, c'est compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut reconnaître que si c'est pas plus encouragé, oui, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Ouais. Et faut aussi il est nécessaire qu'on en vienne aussi dans les méthodes de formation à découvrir ces possibilités de chasser en hauteur et non pas transposer la chasse en battu au grand gibier de la carabine à l'arc. Non, c'est une autre chasse, une autre méthode de chasse. Voilà.
Justement, si tu veux pêcher de brochet avec des mouches, tu n'y arriveras pas. Il faut, avec des mouches à truite, ça ne va pas marcher. Voilà. Ouais. Justement, on n'a pas parlé avec ton association, mais on met en place des partenariats pour leur donner l'opportunité de s'équiper. On essaie de leur faire vraiment des super prix. C'est uniquement pour la formation qu'on fait ça, mais essayer de leur permettre de s'équiper avec deux, trois choses. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton expérience pour tester la ligne à cintre, mais en fait, on peut tester l'équipement sans avoir monté à 4 mètres. Bon, les échelles d'affût, il suffit de mettre qu'une section, de mettre les 3 ou 4 sections. Un twist stand, si tu as 4 échelons, tu peux utiliser 2 échelons pour te mettre en poste sur un twist stand à 1,50 m. 2 échelons pour te mettre en poste sur une plateforme en mode saddle. Comme ça, tu peux faire la différence entre je ne suis pas tenu, j'ai l'arbre dans mon dos, et je suis tenu, j'ai l'arbre devant moi. Et ça permettrait aux gens justement de voir un petit peu qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui fonctionne pour eux, et puis réduire les risques en évitant qu'ils montent trop haut. Et bon, bien entendu, même si on monte qu'à 2 mètres, bien sûr s'attacher. Mais voilà, on met ces petites choses-là en place pour essayer de développer la formation et développer la chasse à l'arc, parce qu'en fait, voilà, ça fait quand même plusieurs podcasts. Ce que j'entends tout le temps, c'est que voilà, les JFO, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est des volontaires, donc ils font ça quand ils peuvent, donc c'est pas facile. Mais sur les 20 ou 30 qui se présentent, en général, il n'y en a que 2 qui démarrent la chasse à l'arc, et souvent, ils en perdent la moitié l'année suivante. Donc, à mon avis, si on veut que ça change, la chasse à l'arc, il faut quand même augmenter le nombre d'adhérents, et il faut qu'on simplifie un petit peu tout ça pour qu'on ait plus de gens qui démarrent et qui continuent. Là, il y a quand même, si on faisait un pourcentage en taux d'échec, entre guillemets, de formation, en disant il y en a combien qui passent l'examen et qui deviennent chasseurs à l'arc et qui ne chasseront jamais à l'arc, c'est quand même un taux d'échec, de déchets qui est énorme, quoi, quand même. Ouais. Et en pensant à ces propositions de progrès, notre prochaine assemblée générale, je vais proposer parce que moi je participe pas, je suis pas formateur encore, donc je ne participe pas. Mais c'est de prendre les boîtes mail des gens qui viennent, et quand on fait des journées de formation continue, les contacter, leur proposer de venir, même s'ils n'ont pas d'arc, venir remettre un petit peu remettre un petit peu l'eau à la bouche, et pourquoi pas, et puis voilà. Et donc, et non pas les laisser, non pas les abandonner, mais ils viennent pas, mais peut-être faut aller davantage à la pêche, certainement. Voilà. Moi, je me souviens, sur ma GFO, on devait être 15, je crois. On est deux à être venus à l'association. On est une toute petite association, je ne connais pas le nombre d'adhérents, mais je sais qu'on n'est vraiment pas nombreux, on n'est pas nombreux. Donc, il faut le département d'à côté, la Charente-Maritime, est très développé. Bon, ils ont les bois, ils ont les marais pour le ragondin, donc ça marche très très bien. L'année dernière, on avait fait une chasse avec eux, en fin de saison. Tous les gars qui étaient là étaient des gens qui avaient de l'expérience. Ils étaient tous équipés de Tristan, de choses comme ça. Tous. Ouais. Voilà. Un ou deux près, tout le monde. C'était l'inverse de ce que j'ai l'habitude de voir. Tous les gars, ils avaient des Tristans, ils allaient dans les arbres, et ceux qu'on prélevait, ils étaient en hauteur. Moi, le jour-là, j'ai vu 9 animaux, et eux aussi m'ont vu. Ah, t'étais à Quand terre, j'aurais été équipé, c'était un festival le jour-là, un festival. Bon, on n'avait pas beaucoup à prélever, mais ça aurait été un festival. Voilà, c'était incroyable, incroyable. Les animaux sont passés à mes pieds, ils seraient passés à mes pieds. ah ouais. Comme quoi, voilà. Mais bon, voilà, donc ils m'ont tous vu. Voilà. Pourtant, j'ai fait attention, mais ça craquait, il y avait des épines, machin, dès que tu bougeais. Voilà. Ah, puis moi, ma technique de chasse pour avoir de la réussite à l'arc, il faut que je vois avant l'animal. Ça, il n'y a pas à faire. Et quand tu es élevé, tu as plus de chances que ça se produise que quand tu es à terre. Je me fais souvent surprendre à terre. Donc, il y a tellement de choses qui bougent. Quand on est positionné et qu'on ne bouge pas, et que le seul truc auquel on doit faire attention, c'est les mouvements dans une fenêtre de vision, c'est plus simple à contrôler que quand on est au sol, qu'il faut faire attention à ses pieds, le vent et tout ça, c'est plus compliqué. Et puis surtout, les animaux, ça m'arrive souvent d'enlever, ils sont couchés, j'arrive à bon vent, mais je ne les ai pas vus, quoi. Surtout quand je chasse au mois de juin, il y a trop de végétation. Le nombre de fois où je vois un animal, je l'approche, mais que je n'ai pas vu qu'il y en avait 2 entre deux, ça m'arrive souvent. C'est ça. Non, il y a un avantage énorme d'être en hauteur et de voir arriver les animaux. Ça, pour moi, c'est incontestable. Il y a pas de, voilà, c'est devenu nécessaire. J'ai pas les mêmes sensations au sol. Non, pas du tout la même sensation. Tu vois trop tard. Moi, je considère qu'on voit trop tard. Alors, il faudrait peut-être être équipé d'un arc tradi, peut-être.
Mais bon, voilà. Si tu as vu qu'il n'a pas envie de venir, tradi ou pas, il ne viendra pas. En hauteur, si tu n'as pas vu, bah, il va avoir envie de passer vers là, bah, il va passer vers là. Ah, puis on a encore la chance qu'ils ne sont pas habitués. Même quand ils te voient en hauteur, des fois, ils font l'erreur de s'arrêter une demi-seconde là, ou de faire un petit bond puis de s'arrêter. Si tu as pris l'habitude de ça et que tu es déjà armé, bah, finalement, c'est ta chance. Même si tu as un peu merdouillé ton poste, des moments, ça marche quand même parce que l'animal va s'éloigner de 5 mètres, mais s'arrêter pour confirmer. Et à ce moment-là, si on est prêt, bah, on a une opportunité, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et au niveau de tes flèches, tu tires des flèches standards ou tu tires des flèches avec un peu plus de poids pour avoir davantage de pénétration? Non, je tire des flèches standard, hein. Je tire des lames de 125 grains. C'est ce qui m'a été conseillé par, on va dire, l'archerie chez laquelle, parce que je ne sais rien faire, hein. Je suis trop jeune, je ne sais pas, donc je vais en archerie, je me fais mécaniser et puis donc j'achète en archerie. Voilà, je me suis pas lancé là-dedans encore. J'ai même pas encore le bouquin, le brevet, le machin. Non, non, pour l'instant, voilà. Peut-être que ça viendra certainement, mais donc voilà. Donc j'ai les flèches qu'on m'a préconisées, les lames qu'on m'a préconisées, ça marche très bien. Donc voilà, pour l'instant, je ne change pas. J'ai pas été tenté de changer quoi que ce soit quant à présent. Voilà, je tire des trilames, hein, des quads, ça va très très bien. Ça m'est arrivé de tirer d'essayer des bilames pour les quelques ragondins. Ça a marché très très bien aussi. Voilà, donc bon, pas de souci. Hein, non, je reste standard quant à présent parce que bon voilà, ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Je pense que tu as raison, hein. Quand on trouve un truc qui marche, il n'y a pas vraiment raison de changer. Donc si ça marche, il n'y a pas de raison. Et bon, tu mets quand même un petit peu plus de poids à l'avant, puisque le 125 grains, tu vas avoir un petit peu plus quand même avec les 25 grains supplémentaires. Mais effectivement, quand ça marche, il n'y a pas besoin de se poser de questions. L'arc traditionnel, c'est pareil. Moi, j'aime bien tirer l'arc traditionnel, mais après, c'est un peu comme ce que tu dis de chasser à l'arc, quoi. Faut le prendre tout le temps, quoi. Après, le problème, c'est que si tu chasses pas assez ou que tu vas avoir un peu plus de chances de réussite et que tu tires mieux à l'arc à poulie, bah, tu vas plutôt avoir tendance à prendre l'arc à poulie et à pas prendre le traditionnel. Mais c'est une belle arme aussi et c'est agréable à tirer l'arc traditionnel. J'y viendrai sûrement parce qu'on a l'occasion d'aller au lapin une fois dans l'année. Bon, on peut aller faire des chaudrons au lièvre avec ma société de chasse. J'espère bien pouvoir proposer ça à mon association. Donc bon, voilà, ça vaut le coup. On n'a pas besoin d'avoir un tradi de 50 livres pour aller tirer un lièvre qui va passer à 5 ou 6 mètres. Donc bon, voilà. Mais sinon, non, pour aller au grand gibier, je fais confiance à mon compound. Je me sens bien avec. Voilà. Ouais. Non, mais l'arc traditionnel, en fait, ça permet d'avoir un tir instinctif parce que l'arc, ça peut être également être une arme qui permet de tirer de façon instinctivement, donc c'est pas mal. Moi, je suis en train d'y réfléchir. Moi, je suis comme toi. Moi, j'ai eu un problème d'épaule cette année, là, un problème de nerf en fait derrière la nuque. Et je me suis juste remis à tirer cette semaine, là, il y a 3 jours. Donc ça fait 3-4 mois que j'ai pas tiré. Là, ça me manquait vraiment parce que ce que j'aime bien aussi avec l'arc, c'est je trouve que c'est agréable à tirer. Quand tu as de l'espace comme chez toi, là, moi, ça me détend. Quand j'ai une pause d'un quart d'heure, ça m'arrive d'aller faire un tour dehors dans le jardin, de lâcher 2-3 volets de flèches. Et puis ça m'a détendu. Mais ça permet aussi de se concentrer et de se mettre dans un rythme où il faut se calmer parce que c'est un peu comme le golf, quoi. C'est le genre de sport où ça sert à rien de forcer au niveau physique. Quand ça va pas, ça va pas. Donc faut plutôt se recalmer, faire des demi-coups et en fait on se bat contre soi, quoi, hein. L'adversaire c'est soi, c'est pas. Et du coup c'est pas mal ce genre de discipline où il faut se calmer et se recentrer et se stabiliser un petit peu pour avoir des résultats. Je trouve que ça fait du bien. Oui, c'est les automatismes, donc travailler ces automatismes, c'est important. C'est important, hein. Et puis bon, une flèche, ça reste une flèche, donc on a envie de la mettre au bon endroit. Voilà. Moi, j'ai envie de la mettre au bon endroit parce que voilà, donc c'est là qu'elle doit aller. C'est là qu'elle doit aller. Voilà. Ouais. Ah bah écoute, c'est super. Je regardais mes notes si j'avais vu autre chose. Donc écoute, c'est top. Est-ce que tu as des messages potentiellement pour les gens qui nous écoutent, des choses que tu voulais partager? Je pense qu'il doit nous rester 5-6 minutes avant d'arriver à l'heure. Ce que je pourrais partager, c'est un petit peu mon amertume vis-à-vis
bon, ça ne concerne pas les archers, mais ça doit aussi les concerner au sein de leur département. C'est cette difficulté qu'on a à être pris en compte pour les battues administratives dans les zones périurbaines, notamment, où là, périurbaines, ou les voies de chemin de fer ou autres, où là, effectivement, quand on regarde des magazines ou autres, on parle des archers, les archers, c'est bien, mais ça reste dans les magazines d'archerie. Mais les fédérations, les louvetiers, parce que ça reste géré par des lieutenants de louveterie, donc la préfecture, bien, je ne sais pas comment c'est dans d'autres départements, ça arrive, hein, parce que chez Gordordone, ils en ont fait une grosse sur Périgueux, et il y avait des archers, hein, ils étaient, je sais pas, une cinquantaine de chasseurs, il y avait des archers, donc ils ont eu une belle réussite. Mais malgré tout, trop de départements, semble-t-il, les archers sont à mon sens, trop peu utilisés, trop peu, non, je ne veux pas dire mis en avant, mais oui, trop peu employés dans ces zones périurbaines où là, la population, souvent, c'est un tollé général de voir ces chasseurs en bord de route et autres, alors que des archers, nous sur la ville à côté d'où j'habite, c'est Angoulême, il y a un golf en centre-ville, enfin, à bord de la ville, mais il est plus en ville il est du côté au niveau de la rocade, il est à l'intérieur de la ville et non pas à l'extérieur. Bon, ben, c'est toujours pour des fusils, je me dis que il y a des endroits qui pourraient être quand même assurés de mettre des archers en plus des fusils et des carabines. Ça fait que ça ferait toujours des gens, des chasseurs en plus, avec des possibilités de prélever des sangliers. Et donc, eh bien, plus de sangliers prélevés, moins de dégâts, parce qu'on ne parle que sangliers dégâts. C'est non pas un parallèle, mais là, ça va dans le même sens. Sanglier, c'est presque plus un gibier, c'est presque du nuisible. Bon, ben voilà. Et donc, oui, peut-être que chaque association faire un petit rappel à la fédération, peut-être un rappel en préfecture, hein, pour dire, écoutez, nous sommes les archers, nous pourrions suppléer les lieutenants de louveterie dans les opérations sensibles où il y a de la circulation, des habitations. Ben, nous sommes là, les associations d'archers sont là. On en aura un, on en aura deux, on en aura trois. Mais peut-être qu'on pourrait servir, entre guillemets, servir à quelque chose autre que d'aller tout seul dans nos petites chasses pour ne pas s'ennuyer et être pris en compte et rendre de l'intérêt à cette nouvelle chasse, parce que même si c'est déjà ancien, ça reste récent. Donc oui, je pense que ça serait un petit peu quelque chose à dire, peut-être à réveiller ou éveiller, tout du moins éveiller des besoins. Puis si ça se fait ailleurs, peut-être savoir comment ils ont fait, peut-être pour communiquer et puis donner les petites combines pour que d'autres associations se rapprochent de ces systèmes administratifs et pouvoir chasser dans ces zones étroites, voilà, où la chasse est trop décriée. Donc, des archers, ça changera la donne. Hein. Donc, voilà la petite chose que j'aimerais faire avancer au niveau de la chasse. Ouais. Je pense qu'on peut être utile à ce niveau-là. Ouais. Alors, je pense que tu as complètement raison, et ça permet aussi de faire autre chose, parce que bon, il y a les battus, mais l'avantage des archers, c'est aussi de pouvoir aller faire des affûts, tu vois, avec le matériel léger, etc. Tu en parlais de la ligne à Sainte ou autre, mais tu peux très facilement aller faire un affût d'une heure ou deux dans un endroit un peu sensible, tirer une ou deux flèches dans la soirée, prélever un ou deux animaux, sans que ça fasse de bruit, sans que ça dérange personne, et faire le boulot de réduire la population ou de les bouger ailleurs, quoi, sans avoir à tirer des balles et avoir peur à blesser quelqu'un. Donc, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Tu en as parlé un petit peu à ta fédération de ça, ou comment ça se passe au niveau local? Moi, j'en ai parlé avec mon président d'association et il en a déjà parlé, mais voilà. Donc bon, c'est peut-être quelque chose qu'on va relancer, hein, tout simplement. Peut-être là, cette année, j'ai tenté de relancer quelques associations, notamment sur la chasse du ragondin. On n'a pas répondu à mon mail. Donc au printemps, c'est l'occasion d'aller faire des petites chasses comme ça. On n'est pas farci de ragondin en Charente. On a le fleuve Charente, et on n'est pas farci de ragondin. C'est pas les marais de Charente-Maritime ou autre. Mais bon, on n'a pas répondu, alors que le ragondin, il est piégé. Moi, je suis piégeur, donc ça m'arrive parfois d'en piéger sur les champs de maïs notamment. Mais bon, alors qu'ils sortent la nuit, donc on ne chasse pas la nuit, on les voit pas la journée, on les voit pas, même en soirée, on les voit pas. Mais pas de réponse. Donc, il y a un système administratif qui est je dirais ignorant en la matière, parce que je pense que c'est un domaine, le ragondin, plus on en prélèverait, mieux ça serait. Et bon, il n'y a pas y a rien de positif, ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Bon, alors peut-être avoir,
Je pense qu'il n'y a que le niveau fédéral et puis après, au-delà, le niveau préfectoral pour les battues administratives qui pourrait réveiller certains louvetiers qui désireraient se renforcer. Voilà. Et puis, je suis sûr en plus, je suis sûr qu'il y aura un article, parce que quand j'ai une battue administrative en ville, il y a un article dans le journal. Je suis bien sûr que s'ils utilisaient des JRC, il y aurait aussi des curieux, des journalistes locaux curieux qui viendraient s'intéresser à ça. J'en suis sûr. Il y a de quoi éveiller puis attirer l'attention de la population en disant tiens, il y a des efforts de fait du côté de la chasse. Voilà, donc ça serait intéressant, c'est intéressant. Ça met tout le monde en valeur finalement. Non, je suis d'accord avec toi et je pense que moi je considère que la chasse à l'arc c'est l'avenir de la chasse française parce que bon, c'est pas qu'on va remplacer forcément les carabines, mais ça permet d'avoir une communication qui est beaucoup plus positive vers la population générale qui ne nous connaît pas. Ça permet de ramener des gens sur la chasse, peut-être les faire démarrer archers pour après devenir carabiniers ou rester uniquement archers parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas toucher aux armes à feu. Et je trouve qu'effectivement, on ne fait pas assez. Alors écoute, je n'ai jamais été à l'Assemblée générale de la FFCA, donc je ne sais pas s'ils ont une sorte de boîte à idées qui existe où les gens peuvent potentiellement demander leur soutien pour créer des initiatives, mais ça pourrait être intéressant, tu vois, au Game Fair, d'avoir un petit peu ce genre d'informations. Là, je ne sais pas comment ils présentent leur Assemblée générale, j'y suis jamais allé. Mais ça va m'intéresser de voir quel genre de statistiques ils présentent, sur quelles initiatives ils travaillent, quelle est la mission. Chasser toujours plus près, c'est bien, mais est-ce que c'est ça la mission de la FFCA ou c'est la mission, c'est de développer la chasse à l'arc en développant plus d'adhérents, tu vois, je ne sais pas. Donc ce sera intéressant, enfin en tout cas moi ça va m'intéresser de voir ça. Et après, s'il pouvait y avoir une petite boîte à idées pour mettre, tu vois, les idées que tu présentes, je pense que ce serait pas mal non plus, quoi. Ça pourrait être bien d'avoir leur soutien et qu'ils utilisent leur voie de communication vers la fédération de chasse pour développer davantage, quoi. J'espère pouvoir y aller cette année, voilà, parce que ça fait quelques années que je veux y aller. Donc j'espère pouvoir y aller cette année. Et puis, plus particulièrement pour aller à l'Assemblée générale de la FSCA, pour le reste bien sûr, hein, mais pour voir comment c'est, et puis notamment rencontrer Geoffrey, puisque Geoffrey fait partie des podcasts, donc voilà, il est jeune, il est dynamique, donc et puis bon, maintenant il a les pieds dans les perchés, donc plus ça, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait mettre, comme on dit, mettre le coin, hein, et lancer les choses en parlant un peu plus. Peut-être que ça viendra. Bon, voilà. Ça peut être long, mais des fois aussi, ça peut aller rapidement, tout simplement. Hein. Si on contactait quelqu'un en haut lieu qui serait sensible à ça, ça peut aller très vite. Ouais, non, ça peut aller vite. Là, ils ont fait la séquence de pub de la Fédération des chasseurs. Je trouve qu'elle est pas mal. Qui va à la chasse gagne sa place, je crois. Je crois que c'est ça. C'est pas mal, c'est bien vu et on a besoin de ça. Et alors, effectivement, les gens réagissent, mais il faut se battre avec les mêmes armes que, entre guillemets, nos opposants, donc faire de la communication. Puis, il y a plein de choses positives. Bon, voilà, on voit des choses qu'on ne veut pas voir à la chasse, mais de façon générale, les gens qui sont à la chasse, il y a des certaines valeurs, il y a un environnement et on connaît mieux la nature quand on est chasseur que quand on ne l'est pas. Donc, de façon générale, donc on est plus respectueux, je pense que. Et puis, on gère une ressource durable. Donc, le gibier, l'idée, c'est pas de tout flinguer, qu'il n'y ait plus rien. L'idée, c'est de gérer que tous les ans, il y ait une population qui se maintienne. Et il y a plein de choses à faire. Aux États-Unis, Duck Unlimited, Rocky Mountain Foundation, etc., toutes ces associations, elles sont reconnues d'utilité publique, parce que c'est le cas. Il y a de l'argent qui est investi là-dedans pour préserver les milieux, parce que sans les milieux, il n'y a pas de biodiversité. Je veux dire, le vrai problème, c'est pas la chasse, c'est le béton et les moteurs. Donc, tout ce qui permet de préserver les milieux, on devrait s'allier, quoi. Mais bon. Écoute, et puis comme disait Cédric, c'est tellement bon un morceau de gibier de temps en temps. C'est tellement agréable. Moi aussi, je fais du potager, Cédric. Si tu regardes, quand tu regarderas le truc là, et potager, des légumes du jardin avec un petit dorsal de chevreuil comme ça, avec du miel dans le fond de la poêle. Même mon épouse, elle adore ça. Donc c'est positif. À 100%. Écoute, je pense que c'est un super bon mot de la fin. Merci beaucoup, Bruno, pour ton temps aujourd'hui et la discussion. C'était vraiment super. Et bravo pour ton parcours dans le monde de la chasse à l'arc. Et écoute, on attend de te rencontrer en personne au Game Fair dans quelques semaines. J'espère bien. Merci beaucoup, Charles. Bonne soirée. Et puis